Nous proposons aujourd'hui de lancer un travail. Il s'agit de se projeter sur les 20 prochaines années. Depuis un peu plus d'un an, le Conseil de développement mène une réflexion singulière sur l'aménagement et le développement du Val-de-Marne. Notre société est aujourd'hui effectivement à un tournant. Et ça nous oblige, il faut le dire, cette situation-là, à repenser l'évolution des projets. Comme toujours, au CODEV, on discute, on échange avec une grande diversité de points de vue qui ont convergé sur des constats. Les crises écologiques, démocratiques et sociales, et les écarts souvent importants entre les objectifs d'aménagement, de développement et les réalisations. Il y a un affaiblissement de nos institutions politiques, syndicales. On va porter des projets sur des temps très longs, avec des décideurs qui, eux, sont impliqués sur des échelles de temps bien plus courtes. Les intervenants ont employé des mots durs. Crise climatique, dérèglement climatique, changement climatique. À mon sens, on doit aller au-delà de tout ça. Face aux enjeux, face aux urgences, construire ensemble des réponses qui constitueront un tremplin vers 2040, c'est l'ambition du manifeste élaboré collectivement pour nourrir les débats et, ici, maintenant, ensemble, pour inviter à agir. Le Val-de-Marne ne manque pas d'atouts, avec ses 47 communes, ses territoires et son département. Allons-y. Le premier des 4 grands axes qui portent les propositions en débat part d'un constat économique. Le Val-de-Marne pourrait ouvrir une nouvelle voie dont il serait le leader, en jouant sur la polyvalence de ses atouts, alors que le moteur de l'immobilier de bureau cale ou ralentit. Nous pouvons imaginer des espaces immobiliers différents, originaux, pour accueillir les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les lieux hybrides, les projets de recherche, les initiatives culturelles, en répondant aux besoins de logements accessibles, conçus dans une nouvelle intimité avec la nature. C'est une nouvelle page à écrire, sans ignorer bien sûr la dynamique des projets engagés et l'importance des principaux pôles économiques. Du reste, toutes les grandes opérations devraient être réinterrogées au regard du contexte, des contraintes et des ambitions. De la même manière que les startups aujourd'hui, c'est un peu une évidence de commencer dans un bureau partagé. Les projets de restauration qui n'ont pas forcément envie d'avoir un lieu fixe commencent par une cuisine partagée dans laquelle on va trouver de la flexibilité, des équipements qu'on n'a pas les moyens de se payer sinon, et aussi la possibilité du coup de se lancer dans une reconversion ou de lancer un projet à moindre frais. Parce que les choses qu'on voit dans nos cuisines, c'est que par exemple sortir d'école et de monter une entreprise, c'est normal. Avoir fait 20 ans dans des bureaux et changer du tout au tout, passer un CAP cuisine et lancer son entreprise de restauration, c'est quelque chose qui est tout à fait normal maintenant. Et voilà, comme ça, on a plein de parcours dans nos cuisines qui sont un petit peu à l'image, en tout cas de ce que je vois à travers ma lorgnette à moi, d'une société où les gens, en tout cas, plus facilement, parce qu'on leur donne les moyens aussi de le faire, tentent une aventure. Les projets qu'on attire dans nos cuisines partagées sont des projets qui mettent au cœur de leurs valeurs la qualité, le réemploi, l'approvisionnement local et qui vont se distribuer également localement, souvent avec des livraisons propres en vélo, en véhicules électriques. Des propositions en débat et pour débattre. Un schéma départemental des tiers-lieux, de nouveaux espaces pour de nouveaux besoins qui favorisent la créativité et les échanges. Un appel à projet et un fonds de soutien financier pour favoriser les projets citoyens et coopératifs. Un nouvel opérateur val-de-marnais dédié au réemploi d'espaces immobiliers inoccupés. Un plan et un cadre départemental pour les filières environnementales, la résilience alimentaire, les circuits courts ou encore le réemploi. Après les succès de la démarche Orbival, un nouvel élan avec le maillage des bus et les mobilités actives. La trajectoire climatique actuelle nous promet des villes prochainement invivables. Des contraintes de la transition écologique, nous pouvons faire un atout de développement, avec pour cap la qualité de vie, l'ambition d'une ville désirable. Avec la Seine, la Marne, des activités agricoles rares en première couronne, avec ses grands parcs et la diversité de son tissu urbain, le Val-de-Marne peut être le département pilote qui entraîne avec lui l'Île-de-France. Il faut pour cela notamment repenser les plans d'urbanisme dans une logique d'adaptabilité et de résilience des espaces urbains, intégrant les enjeux de la biodiversité.
Et puis, se donner les moyens d'une ville résiliente, désirable, car si la nature rend d'inestimables services, elle ne paye pas de droits à construire. Il faut par conséquent repenser l'économie des aménagements. Et moi, je voudrais rappeler une fameuse interpellation il y a près de 20 ans. Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est toujours d'actualité. On a une hausse prévisible des températures de 5 degrés à la fin du siècle, bouleversement inimaginable. La biodiversité, ce n'est pas uniquement un petit peu de verdure qui fait bien dans les dossiers, c'est de concevoir des écosystèmes de qualité avec des surfaces minimales, une quiétude minimale en milieu urbain, et puis viser la richesse aussi du terrain. Et je pense notamment aux friches prairiales, les prairies, mais dont la fonctionnalité, l'utilité sociale n'est pas évidente pour un élu ou un aménageur. Et puis la biodiversité, c'est aussi le vivant qu'on intègre dans l'habitat comme ça a toujours été. Il faut se laisser bousculer par la biodiversité, changer nos habitudes. Je pense à la pollution lumineuse. Construisons une ville résiliente et de proximité, un territoire résilient et de proximité. Reconsidérer les projets sur les terrains les plus pollués, réfléchir à les sanctuariser comme espace de régénération naturelle. Mettre à la disposition des villes, pour toute opération urbaine, des compétences d'écologues. Un observatoire des sols, des surfaces artificialisées ou rendues à la nature, avec une communication publique des indicateurs. Un dispositif expérimental, ZAC+, pour intégrer les effets d'une opération sur le périmètre alentour. La création d'un 5% nature sur le budget des opérations d'aménagement, comme il existe un 1% culture. On parle d'inclusion. À mon sens, concevoir les outils numériques avec les usagers, c'est le premier pas pour penser des outils qui soient adaptés aux besoins, à la perception, au ressenti, au vécu des gens. Faire l'économie du rapport avec les citoyens nuit gravement à la qualité des projets et se paie en définitive par des blocages. Il faut au contraire donner des moyens à la participation des habitants et à l'expérimentation urbaine. Demain, l'accompagnement des projets nés du territoire devra être l'une des fonctions de l'aménageur. Le modèle des opérations doit être repensé dans ses finalités et ses logiques opérationnelles, pour intégrer l'exigence de participation citoyenne, intégrer les enjeux de la transition écologique qui nécessitent une confrontation permanente entre la pression des besoins et l'ambition des transformations. Il faut en débattre. Nous, on est né sous l'impulsion du Pacte pour la transition, un appel national de plusieurs mouvements, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui a vocation d'interpeller les municipalités pour s'engager au niveau local dans la transition. On pense qu'un moteur pour l'implication citoyenne, c'est vraiment la volonté de la mairie elle-même d'impliquer et de mettre au centre la voix des citoyens. Donc ça peut passer, comme ici à Rungis, par l'instauration d'un CESEL. C'est une instance participative qui représente le collège des employés de mairie, des associations culturelles, de vie citoyenne, sportive, les associations de quartier. Et en fait, tout ça réuni au sein d'une même instance, ça a vocation d'être le relais de la parole des Rungisois auprès de la mairie. Et donc un de ses objectifs aussi, en plus, ce serait de contrôler les enjeux du temps long au niveau local. Dans chaque nouvelle opération, instaurer le financement de projets citoyens et coopératifs, autorisant l'expérimentation, les projets transitoires. Des projets qu'il faut soutenir par un dispositif d'aide au montage, à l'animation, à la mobilisation de partenaires. Un nouveau droit, un droit d'objection pour les habitants. Des consultations, la possibilité de conférences citoyennes articulées avec le travail de l'Assemblée départementale, ainsi qu'une Assemblée du temps long. Un processus de travail sur les nouvelles fonctions et organisations urbaines autour des gares du Grand Paris Express. La cohésion sociale est nécessaire face à des défis d'une telle ampleur. Or, les inégalités se creusent au sein de l'espace métropolitain, du département, entre et au sein même des villes. Il n'est pas acceptable et il n'est plus possible de négliger pour tous et dans les parcours de vie de chacun l'égalité d'accès aux ressources urbaines. Fracture sociale, fracture démocratique également, contre laquelle nous devons encourager les multiples formes d'engagement citoyen. Fractures urbaines, géographiques aussi, telles que les dessertes de quartiers enclavés, la place de la A86 ou le nombre de franchissements de la Seine. Une nouvelle étape où il est plus que jamais nécessaire
de poser les questions de péréquation fiscale et de repenser les interrelations entre les échelons de l'action publique. Nous sommes cristoliennes depuis près de 40 ans, investies sur la ville aussi, dans le cadre de la démocratie et dans d'autres associations. L'objet même d'une ressourcerie, telle qu'on l'entend nous, c'est vraiment être une plateforme du réemploi, centrée sur le réemploi, donc donner une deuxième vie aux objets que l'on trouve dans des maisons, mais aussi que l'on trouve dans des bureaux, parce qu'on veut aussi s'adresser et aux habitants et aux professionnels. On a un métier spécifique dans la ressourcerie qui est le valoriste, qui est capable de trier et de dire tiens, ça, ce produit-là, au lieu de l'envoyer à la poubelle directe, il pourrait être réemployé à telle ou telle chose. Donc ça, ce sont des vraies compétences que l'on veut aussi valoriser. Et donc nous, on voudrait aussi travailler avec des gens à profil varié, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes éloignées de l'emploi, que ce soit des seniors, et surtout travailler sur des emplois locaux. Faire de l'essor d'une économie de proximité le support de parcours d'insertion professionnelle. Des états généraux de l'économie du partage, de la valorisation et du réemploi. Un rapport préalable sur les situations sociales d'un secteur concerné par une opération d'aménagement. Une conférence départementale sur les nouveaux parcours professionnels. Une chaire de recherche sur les emplois et l'insertion en relation avec le développement métropolitain. Il nous est apparu qu'il était possible de faire de notre territoire Val-de-Marnais un territoire exemplaire dans le domaine de la transition écologique. Notre manifeste est un outil mis à disposition. Je serais très heureux que les travaux que nous avons menés, que nous allons continuer à mener, puissent être utilisés par le conseil départemental et puis bien sûr par l'ensemble des territoires.